Ma femme a annoncé, n'hésitez pas à donner des ordres à mon mari, il n'est que le personnel, lors de sa fête huppée. J'ai donc orchestré sa destruction financière et sociale complète. Les flûtes à champagne s'entrechoquaient alors que ma femme annonçait à ses amis fortunés, tout le monde, n'hésitez pas à demander n'importe quoi à mon mari ce soir. Il nous sert de majordome personnel. La pièce a éclaté de rire pendant que je restais figé, une bouteille coûteuse à la main, l'humiliation me brûlant comme de l'acide. Ce n'était pas une blague enjouée entre égaux. C'était le point culminant d'années de dégradation subtile qui avait finalement éclaté au grand jour. Il y a 10 ans, j'étais un entrepreneur ambitieux avec 2 startups prometteuses lorsque nous nous sommes rencontrés à un gala de charité. Elle m'a ébloui par sa sophistication et ses relations sociales. Ces qualités qui m'avaient autrefois attiré s'étaient transformées en quelque chose de laid. Mes entreprises prospères finançaient désormais son obsession pour le statut et le luxe. Alors qu'elle ne contribuait en rien d'autre que des critiques et des exigences, notre immense demeure dans les collines se dressait comme un monument à son matérialisme insatiable. Je travaillais 16 heures par jour pour maintenir la façade pendant qu'elle planifiait des fêtes extravagantes et des virées shopping. Mon rôle était progressivement passé de mari à financier, et maintenant, apparemment, à personnel de maison. Alors que je circulais parmi les invités dans notre grande salle au sol de marbre, suivant les instructions de ma femme de maintenir les boissons à flot, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. La façon dont elle touchait le bras de son prétendu ami, un banquier d'investissement suffisant qui semblait toujours être dans les parages dernièrement. Les chuchotements intimes, les regards complices, les pièces du puzzle se sont soudainement assemblées. Je me suis retiré dans la cuisine, soi-disant pour aller chercher d'autres hors-d'œuvre, mais en réalité pour reprendre mon souffle et digérer cette révélation. Par l'entrée de service, j'ai entendu 2 invités parler sur le patio. Le pauvre gars n'a aucune idée qu'elle le saigne à blanc, a dit l'un. Elle m'a dit la semaine dernière qu'elle a déjà déplacé de l'argent sur des comptes offshore. Elle a appelé ça sa stratégie de sortie. Quelque chose s'est durci en moi à ce moment-là. Le mari soumis et arrangeant est mort là, entre les fromages importés et la verrerie de cristal. J'ai maintenu mon sourire servile pour le reste de la soirée, jouant à la perfection le rôle qu'elle m'avait assigné. Mais derrière ce masque, mon esprit calculait, planifiait. Lorsque le dernier invité est parti vers 2 heures du matin, elle n'a même pas accusé réception de ma présence alors qu'elle montait à l'étage vers notre chambre. Je suis allé à mon bureau à domicile à la place, la pièce dans laquelle je dormais progressivement de plus en plus fréquemment à mesure que notre mariage se détériorait. J'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé à enquêter sur nos finances avec un regard neuf et suspicieux. Ce que j'ai découvert au cours des 3 heures suivantes m'a stupéfié. Des relevés de cartes de crédit montrant des achats de bijoux que je ne l'avais jamais vu porter. D'importants virements vers des comptes que je ne reconnaissais pas. Des demandes de prêts contre mes entreprises que je n'avais jamais autorisées. L'ampleur de la tromperie était à couper le souffle. Le soleil se levait lorsque je me suis adossé à ma chaise, émotionnellement épuisé, mais mentalement résolu. La femme à l'étage n'était pas seulement infidèle. Elle se préparait systématiquement à me détruire financièrement avant de me jeter. La fête n'avait été qu'un test pour voir quel degré d'humiliation je tolérais avant qu'elle n'exécute son coup final. Elle n'avait aucune idée à qui elle avait vraiment affaire. Je n'avais pas bâti des entreprises prospères en étant naïf ou faible. Je m'étais temporairement oublié, aveuglé par ce que je pensais être de l'amour. Mais cet aveuglement m'avait été violemment arraché. Maintenant, je voyais avec une clarté parfaite ce qui devait être fait. J'ai fermé l'ordinateur et j'ai pris 3 décisions. Premièrement, je ne montrerai aucun signe de ce que j'avais découvert. Deuxièmement, je protégerai mes actifs immédiatement. Et troisièmement, j'orchestrerai une réponse si précisément calculée que lorsqu'elle frapperait enfin, elle ne saurait pas ce qui l'a atteinte avant d'être déjà ruinée. Alors que je l'entendais s'agiter à l'étage, j'ai adopté la même expression soumise que j'avais portée toute la nuit. La représentation devait continuer encore un peu. Elle m'avait distribué le rôle d'un serviteur dans sa production, mais elle n'avait pas réalisé que parfois, le serviteur devient le cerveau qui fait tomber toute la maison. Le lendemain matin de la fête, j'ai maintenu ma façade de dévotion inconsciente. Je lui ai préparé son petit déjeuner préféré et j'ai écouté ses plans pour le prochain gala de charité comme si de rien n'était. Derrière ce masque, mon esprit exécutait la première phase de ma contre-attaque. Dès qu'elle est partie pour son rendez-vous au spa, je suis passé à l'action. Mon premier appel a été pour un expert comptable spécialisé dans les divorces de personnes fortunées.
J'avais besoin de quelqu'un qui pourrait tracer chaque centime qu'elle avait détourné. Mon deuxième appel a été pour l'avocat spécialisé en divorce le plus impitoyable de la ville, pas l'avocat de famille qu'elle pensait gérer toutes nos affaires. Je les ai payés tous les deux en espèces provenant de réserves dont elle ignorait tout. Ce que l'expert comptable a découvert a dépassé mes pires soupçons. Pendant 3 ans, elle avait systématiquement transféré des fonds vers des comptes cachés. Plus troublant encore, j'ai découvert qu'elle avait contracté des deuxièmes hypothèques sur des propriétés que je possédais avant notre mariage, en imitant ma signature sur les documents. Le total approchait les 8 millions de dollars. Le schéma était clair. D'importantes sommes disparaissaient peu de temps après des rencontres avec ce banquier d'investissement de la fête. Les relevés bancaires montraient qu'elle avait ouvert un compte offshore aux îles Caïmans. Les preuves indiquaient qu'ils prévoyaient leur sortie ensemble après avoir siphonné tout ce qu'ils pouvaient de moi. L'avocat a confirmé ce que je soupçonnais. Le contrat de mariage comportait des failles qu'elle pourrait exploiter si je n'agissais pas rapidement. Ce qui était particulièrement préoccupant, c'était la façon dont elle s'était progressivement insérée comme signataire sur les comptes de l'entreprise. Si rien n'était fait pendant encore 6 mois, elle pourrait potentiellement réclamer une part substantielle de la propriété d'entreprise que j'avais bâtie des années avant de la rencontrer. En travaillant tard dans la nuit, nous avons développé une stratégie en 3 phases. La phase 1 consistait à créer de nouvelles entités corporatives vers lesquelles je transférerais les actifs principaux. La phase 2 sécuriserait les preuves de son infidélité et de sa mauvaise conduite financière. La phase 3 serait la frappe, rapide, complète et dévastatrice. La mise en œuvre de la phase 1 exigeait un secret absolu. J'ai établi des sociétés écrans par le biais de contacts à l'étranger, hors de sa connaissance ou de sa portée. Les contrats critiques ont été renégociés sous ces nouvelles entités. J'ai déplacé le personnel clé vers ces opérations restructurées sous le couvert de l'expansion. La propriété intellectuelle la plus précieuse a été concédée sous licence exclusive aux nouvelles entreprises. Pendant cette période, je suis devenu le parfait mari attentionné. J'ai augmenté son allocation mensuelle et encouragé des dépenses encore plus extravagantes. Chaque achat excessif renforçait ma position pour la procédure de divorce. Quand elle a suggéré une résidence secondaire à Aspen, j'ai accepté avec enthousiasme, sachant que cela ne se matérialiserait jamais. La transformation était remarquable. De me sentir piégé à reprendre le contrôle, plus j'en découvrais sur sa trahison, plus ma détermination devenait claire. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait de justice. 6 semaines après le début de mon opération, elle a remarqué que quelque chose était différent. Pas dans les finances. Ces tromperies lui étaient invisibles, mais en moi. Nous nous habillions pour un autre événement social quand elle s'est arrêtée en se maquillant. Elle a étudié mon reflet dans le miroir. « Tu sembles différent dernièrement », a-t-elle dit, les yeux se plissant légèrement. Je lui ai offert le sourire d'entraînement que j'avais perfectionné. Différent comment? Je ne sais pas. Plus confiant, peut-être. As-tu fait de l'exercice? J'ai haussé les épaules nonchalamment. Je me sens juste bien avec l'expansion de l'entreprise. Quelle expansion? Tu n'as rien mentionné. C'était le premier test, une sonde pour voir si je révélerais quelque chose. J'avais anticipé ce moment. Juste une restructuration pour optimiser les avantages fiscaux. Rien d'assez intéressant pour t'ennuyer avec ça. Je l'ai embrassé sur la joue, un geste qui signifiait autrefois quelque chose. Tu es magnifique ce soir. Le compliment l'a distraite comme je savais qu'il le ferait. Son narcissisme était prévisible, mais quelque chose dans ses yeux m'a dit qu'elle n'était pas entièrement convaincue. Elle allait surveiller de plus près maintenant. Ce soir-là, au gala, je l'ai remarqué de nouveau en conversation profonde avec le banquier d'investissement. Leur langage corporel criait l'intimité. J'ai circulé dans la foule en jouant mon rôle tout en activant secrètement la phase 2. L'enquêteur privé que j'avais engagé était déjà en position, documentant tout. L'étau se resserrait. Bientôt, elle découvrirait ce qui arrive quand on confond le calcul avec la faiblesse et la patience avec la soumission. Le serviteur était sur le point de devenir le bourreau. L'enquêteur privé a fourni des résultats plus rapidement que prévu. En 2 semaines, il a fourni des images de ma femme et du banquier d'investissement entrant dans un hôtel de luxe du centre-ville. Ils avaient établi une routine les mercredis après-midi et occasionnellement les week-ends où elle prétendait être à des retraites de bien-être. L'enquêteur a également capturé l'audio de leur discussion sur leur plan pour mon argent.
Leur mépris était palpable alors qu'ils riaient de mon inconscience face à leur stratagème. Armé de ces preuves, j'ai accéléré mon calendrier. Mon avocat a conseillé la prudence, mais j'ai reconnu l'urgence. Les transferts offshore augmentaient en fréquence. Au cours d'un enregistrement particulièrement révélateur, ils ont discuté de leur plan pour vider les comptes dans les 3 mois. Ma fenêtre d'action se fermait. La phase 2 s'est étendue au-delà de la simple surveillance. Je devais restreindre son accès aux liquidités sans éveiller les soupçons. En collaboration avec mon équipe financière, j'ai mis en place de nouveaux protocoles de sécurité pour tous les principaux comptes de l'entreprise. Les changements ont été présentés comme des réponses à une tentative d'espionnage industriel, une explication plausible qui a évité les questions lorsque des autorisations supplémentaires ont été soudainement requises pour les transferts importants. J'ai redirigé les flux de revenus de nos entreprises les plus rentables vers les nouvelles entités corporatives. Sur le papier, plusieurs entreprises clés semblaient connaître des ralentissements temporaires. Ces difficultés financières ont fourni une couverture parfaite pour réduire son allocation mensuelle. Pas assez pour provoquer l'alarme, mais suffisant pour surveiller sa réaction. Sa réponse a été immédiate et révélatrice. Plutôt que d'exprimer son inquiétude quant à nos supposés problèmes financiers, elle est devenue agitée par la réduction de sa capacité de dépense personnelle. Elle a exigé des explications tout en augmentant simultanément ses achats extravagants, maximisant les cartes de crédit dans une panique apparente. Chaque transaction renforçait mon dossier. La tension entre nous est devenue palpable. Nos conversations sont devenues des performances tendues où aucun ne révélait ses véritables intentions. Elle a intensifié ses démonstrations d'affection en public. Alors que son mépris privé devenait plus difficile à dissimuler, j'ai égalé sa performance, jouant le rôle du mari inquiet des revers commerciaux. 3 mois après le début de mon opération, elle a commis sa première erreur significative. Croyant que j'étais hors de la ville pour une conférence d'affaires, elle a amené le banquier d'investissement chez nous. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais annulé mon voyage et que j'étais rentré plus tôt, alerté par le système de sécurité que j'avais secrètement amélioré. La maison était maintenant équipée de caméras dans chaque pièce, sauf les salles de bain. J'ai regardé la diffusion en direct depuis mon bureau du centre-ville alors qu'ils entraient dans notre maison, buvaient mon whisky cher et se moquaient de mon sens des affaires. Leur conversation s'est tournée vers leur stratégie de sortie, comment ils allaient vider les comptes restants avant de disparaître vers la propriété des îles Caïmans qu'elle avait achetée avec mon argent. Ils prévoyaient d'exécuter leur phase finale d'ici quelques semaines. Les images étaient difficiles à regarder, mais elles ont fourni la preuve finale dont j'avais besoin. J'ai tout transmis à mon avocat et à l'expert comptable. Le lendemain matin, j'ai exécuté la partie la plus difficile de mon plan, en continuant à agir normalement malgré la connaissance de toute l'étendue de leur trahison. Confrontée à un accès décroissant au fond, elle a proposé une solution qui s'intégrait parfaitement à ma stratégie. Elle a suggéré d'organiser une collecte de fonds exclusifs chez nous, soi-disant pour la charité, mais en réalité pour mettre en valeur notre richesse auprès d'investisseurs potentiels qu'elle me présenterait. Ces investisseurs étaient en réalité des cibles pour son stratagème, des individus riches qu'elle espérait me manipuler pour former des partenariats avec eux avant la grande sortie. J'ai accepté avec enthousiasme. Cet événement fournirait la scène parfaite pour la phase finale de mon plan. J'ai suggéré d'inviter tout notre cercle social, y compris ses parents, qui m'avaient toujours considéré comme inférieur à leur fille. Elle était ravie de mon empressement apparent, l'interprétant comme une cécité continue à ses machinations. La date a été fixée pour exactement 1 mois plus tard. J'avais maintenant une date limite et un lieu pour l'aboutissement de ma contre-stratégie. Tout devait être en place d'ici là, les documents juridiques, les protections financières, les preuves, et surtout, ma détermination. À l'approche du jour, elle est devenue de plus en plus confiante, moins prudente pour cacher son mépris. Lors d'un dîner, elle m'a de nouveau qualifié de personnel auprès de ses amis, les encourageant à m'envoyer chercher des boissons et des hors-d'œuvre. J'ai obéi avec un sourire, sachant que chaque humiliation était cataloguée et serait bientôt remboursée intégralement. Les bases étaient posées. Le piège était tendu. Dans 4 semaines, elle découvrirait le véritable coup de sous-estimer l'homme qu'elle avait essayé de détruire. Alors que les préparatifs de la collecte de fonds s'intensifiaient, mes opérations secrètes aussi. L'enquêteur privé avait infiltré leur cercle intime en se faisant passer pour un investisseur potentiel. Grâce à cette connexion, il a découvert toute l'étendue de leur réseau. Ma femme et son amant avaient systématiquement approché mes associés,
répandant des rumeurs sur ma prétendue mauvaise gestion financière pour saper ma réputation. Leur stratagème était plus élaboré que je ne l'avais initialement réalisé. Ils avaient créé un fonds d'investissement parallèle, utilisant ma réputation pour attirer des clients fortunés. L'argent collecté n'était pas du tout investi. Il était directement acheminé vers leurs comptes offshore. Ils commettaient une fraude à grande échelle, m'exposant potentiellement à une responsabilité légale. Comme de nombreux documents portaient des imitations de ma signature, j'ai transmis toutes les preuves à la division des crimes financiers du FBI par l'intermédiaire de mon avocat. Le timing devait être précis. Je voulais que l'enquête commence après ma confrontation, en m'assurant de garder le contrôle du récit. Les agents fédéraux ont accepté d'attendre après la collecte de fonds pour agir, me donnant la fenêtre dont j'avais besoin pour exécuter mon plan. 2 semaines avant l'événement, j'ai mis en œuvre la phase la plus critique de ma stratégie de protection financière. En collaboration avec ma nouvelle équipe bancaire, j'ai révoqué son accès à nos comptes joints et redirigé tous les produits de mes activités légitimes vers des canaux sécurisés. Sur le papier, il semblait que plusieurs contrats majeurs avaient échoué simultanément, créant une crise de liquidité. La limite de crédit de ses principales cartes de paiement a été réduite à une fraction de son montant précédent. La scène était prête pour sa première humiliation publique. 3 jours avant la collecte de fonds, elle a organisé un déjeuner pour le comité de charité dans un restaurant exclusif du centre-ville. L'enquêteur a confirmé qu'elle prévoyait de couvrir l'intégralité de la facture, environ 15 000 $ avec le vin et le pourboire. J'ai regardé via le flux de sécurité du restaurant, auquel le gérant m'avait donné accès. Elle était dans son élément, commandant l'attention, commandant les plats les plus chers, se vantant de la prochaine collecte de fonds. Lorsque l'addition est arrivée, elle a présenté avec confiance sa carte de crédit premium. Le serveur est revenu quelques instants plus tard, chuchotant que la carte avait été refusée. Son visage a montré le choc, rapidement masqué par un sourire exercé. Elle a essayé une autre carte, refusée, puis une autre. Le même résultat. Le restaurant est devenu silencieux alors que son sang-froid se fissurait. Elle a fait semblant d'appeler la compagnie de cartes de crédit, mais le représentant a confirmé la vérité. Les comptes n'avaient pas de fonds suffisants. Finalement, elle a dû appeler son amant pour couvrir la facture, créant exactement le spectacle que j'avais anticipé. Ce soir-là, elle a fait irruption dans mon bureau, exigeant des explications. Je lui ai présenté des documents fabriqués montrant des pertes commerciales substantielles. Sa réaction était révélatrice, pas d'inquiétude pour notre avenir, mais de la rage face à son pouvoir d'achat compromis. Elle a menacé de partir si je ne pouvais pas arranger les choses immédiatement. Je l'ai supplié de rester, flattant son ego tout en gagnant du temps pour l'acte final. Le lendemain, elle a exigé l'accès à des dossiers financiers détaillés. J'ai fourni des versions soigneusement modifiées qui suggéraient des revers temporaires plutôt qu'une restructuration stratégique. Son amant, désireux de sauver leur stratégie de sortie, lui a conseillé de poursuivre avec la collecte de fonds, croyant qu'il pourrait encore extraire de la valeur de mes actifs et relations restants. 24 heures avant l'événement, j'ai fait un geste calculé. J'ai rétabli temporairement ses limites de crédit et retransféré des fonds sur notre compte joint. Son soulagement était palpable, sa confiance instantanément restaurée. Elle a repris les derniers préparatifs de la collecte de fonds, inconsciente du piège qui allait se refermer. La liste des invités s'était allongée à plus de 100 personnes, tout le cercle social qu'elle avait cultivé, des investisseurs potentiels pour leur stratagème frauduleux, et plusieurs journalistes d'affaires qu'elle avait invités pour mettre en valeur notre prétendue philanthropie. Chaque personne dont elle convoitait le respect serait témoin de ce qui allait se dérouler. Le matin de la collecte de fonds, j'ai rencontré mon équipe juridique pour signer les documents finaux. Les papiers du divorce étaient préparés, les preuves financières organisées et les déclarations rédigées pour la presse. Tout était en place. Cet après-midi-là, quand elle est partie pour ses derniers rendez-vous beauté, j'ai fait venir ma propre équipe événementielle, remplaçant la sienne par des professionnels qui travaillaient pour moi, pas pour elle. Quand elle est revenue et a trouvé ces étrangers en train de s'installer, sa colère a été immédiate. J'ai expliqué calmement que son équipe habituelle avait annulé à la dernière minute, et que ses professionnels avaient été les seuls remplaçants disponibles. L'explication l'a satisfaite temporairement, bien que la suspicion persistât dans ses yeux. Pendant qu'elle s'habillait pour la soirée, je me préparais pour ma performance. Le smoking que je portais était identique à celui que j'avais porté à la fête où elle m'avait humilié pour la première fois. La symétrie était intentionnelle.
Le serviteur était sur le point de devenir le maître, et le costume devait refléter la transformation. Les invités ont commencé à arriver à 19h. Elle les a accueillis triomphalement, jouant l'hôtesse gracieuse tout en me présentant comme l'épine dorsale financière de nos efforts caritatifs. L'ironie était exquise. Elle ne se doutait pas que dans exactement 90 minutes, tout ce qu'elle appréciait, statut, réputation et richesse, serait systématiquement détruit devant le public même qu'elle avait réuni pour impressionner. La collecte de fonds battait son plein. Des lustres en cristal illuminaient notre grande salle de bal pendant que les serveurs circulaient avec du champagne et des hors-d'œuvre. Ma femme était radieuse dans une robe de créateur ridiculement chère, se déplaçant de groupe en groupe comme un monarque tenant sa cour. À ses côtés, le banquier d'investissement maintenait une distance respectueuse en public tout en échangeant des regards complices quand il pensait que personne ne regardait. À 20h30 précise, j'ai fait un signe de tête au chef de mon équipe de sécurité. Il a discrètement positionné ses hommes à toutes les sorties. Le personnel de restauration, tous remplacés par mes propres gens, a commencé à distribuer du champagne pour ce que les invités supposaient être un toast traditionnel. J'ai pris ma place à l'avant de la salle, devant le grand écran qui avait été installé pour la présentation de la charité. Ma femme m'a remarqué me déplaçant vers le centre de l'attention et a froncé légèrement les sourcils. Cet écart par rapport à son scénario la déstabilisait clairement. Elle s'est avancée vers moi, mais j'avais déjà tapé sur mon verre, demandant l'attention. La salle est devenue progressivement silencieuse. D'abord, je veux remercier tout le monde d'être venu ce soir, commençai-je, ma voix stable et contrôlée. Cette soirée a bien pour but de redonner et de lutter contre l'injustice, mais pas tout à fait de la manière décrite dans vos invitations. Des murmures confus ont parcouru la foule. Le visage de ma femme s'est figé dans un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle a essayé d'intervenir, s'avançant avec un rire. Mon mari a toujours eu un sens de l'humour inhabituel, dit-elle, tentant de reprendre le contrôle. Peut-être devriez-vous garder votre performance, répondis-je doucement. Le public a déjà vu assez de comédie de votre part. Je me suis tourné pour m'adresser directement aux invités. Beaucoup d'entre vous étaient ici il y a 3 mois lorsque ma femme vous a demandé de me traiter comme le personnel. Ce soir, je réclame ma dignité et j'expose la vérité sur la femme que vous avez tous admirée. Son visage a perdu toute couleur alors que j'appuyais sur un bouton de ma télécommande. L'écran derrière moi s'est illuminé de relevés financiers, de preuves de son détournement de fonds, de virements vers des comptes offshore et de signatures falsifiées. Un autre clic a montré des photographies d'elle entrant à l'hôtel avec son amant à de multiples occasions, horodatées et indéniables. Au cours de la dernière année, ma femme et son partenaire m'ont systématiquement volé, ont volé des investisseurs légitimes et les œuvres de charité même que nous prétendons soutenir ce soir. Ma voix est restée calme alors que des halètements et des chuchotements remplissaient la pièce. Ils ont fraudé des personnes dans cette même pièce, en utilisant mon nom et ma réputation comme levier. Le banquier d'investissement a essayé de se glisser vers la sortie, mais a été bloqué par la sécurité. Ma femme se tenait paralysée, son monde soigneusement construit s'effondrant autour d'elle. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine audible. Tu as planifié ça. Tout ça. J'ai appris du meilleur, répondis-je. Tu m'as tout appris sur la façon de comploter dans le dos de quelqu'un. Je me suis de nouveau adressé à la foule. Les dossiers financiers prouvant leur fraude ont été livrés aux autorités. De plus, une procédure de divorce commencera demain matin. La salle a éclaté en conversation choquée. Plusieurs invités qui avaient investi dans leur stratagème frauduleux se sont avancés avec des questions et des accusations. Les journalistes présents prenaient frénétiquement des notes. Ce scandale dominerait les gros titres dès le matin. Les parents de ma femme, qui m'avaient toujours traité avec un mépris à peine voilé, se tenaient rigides d'humiliation. L'image sociale soigneusement conçue de leur fille était en train d'être déchiquetée devant l'élite même dont elle avait désespérément cherché l'approbation. Le père a tenté de s'approcher de moi, mais je l'ai fait taire d'un geste de la main. Votre fille a volé environ 12 millions de dollars à moi et à nos co-entreprises. Elle a commis de multiples chefs d'accusation de fraude, de falsification et de vol. Vous êtes libre de la soutenir tout au long de la procédure pénale, mais je vous suggère de consulter d'abord votre propre avocat concernant une éventuelle responsabilité de complicité. Il s'est retiré, visiblement secoué. Ma femme a finalement surmonté son choc, son visage se tordant de rage. Tu penses que tu as gagné? Tu n'es rien sans moi. Mes relations ont bâti ton succès, a-t-elle crié,
abandonnant toute prétention de dignité. J'ai souri calmement. Ces relations sont actuellement en train de te regarder t'auto-détruire. Et quant à mon succès, peut-être devriez-vous vérifier les dernières valorisations de mes entreprises, celles auxquelles vous ne pouviez pas accéder parce qu'elles ont été créées avant que nous nous rencontrions. J'ai projeté une dernière diapositive. La valeur actuelle de mes holdings d'entreprises réorganisées par rapport à l'époque de notre mariage. La différence était stupéfiante. Même après son vol, ma valeur nette avait quadruplé. À compter de ce matin, votre accès à tous les comptes a été définitivement résilié. La maison, les voitures et autres actifs ont été gelés en attendant les procédures pénales et civiles. Les cartes de crédit dans votre portefeuille sont du plastique sans valeur. Elle s'est jetée sur moi, mais la sécurité l'a interceptée. J'ai continué à m'adresser au public stupéfait. Pour ceux qui ont investi dans leurs fonds frauduleux, mes avocats prendront contact concernant les options de recouvrement possibles. Pour tous les autres, je crois que le bar est toujours ouvert, bien que je comprenne si vous préférez écourter votre soirée. Avec un timing parfait, les portes principales se sont ouvertes alors que 3 agents du FBI entraient. Ils se sont dirigés directement vers ma femme et son amant, mandat en main. L'humiliation que j'avais endurée de ses mains avait été remboursée au décuple, devant tous ceux dont elle appréciait l'opinion. Alors qu'elle était escortée dehors, essayant désespérément de garder son sang-froid, j'ai croisé son regard une dernière fois. À ce moment-là, elle a enfin compris l'ampleur de son erreur de calcul. Elle avait pris la patience pour de la faiblesse et la docilité pour de la soumission. Le serviteur dont elle s'était moquée avait orchestré sa destruction complète. La fête était finie, mais ma vie ne faisait que commencer. Les suites se sont déroulées avec une précision rapide. L'enquête du FBI a révélé une entreprise criminelle bien plus vaste que ce que j'avais moi-même découvert. Ma femme et son amant avaient escroqué des investisseurs dans 3 États en utilisant des sociétés écrans complexes pour masquer leurs activités. Les accusations criminelles se sont étendues pour inclure la fraude électronique, l'évasion fiscale et le complot. Leurs cautions ont été fixées à des montants qu'aucun des deux ne pouvait payer après le gel de leurs actifs. La procédure de divorce a progressé avec une efficacité remarquable. Les preuves documentées de son infidélité, de ses crimes financiers et de ses falsifications ont anéanti toute prétention qu'elle aurait pu avoir sur mes actifs. Le contrat de mariage comportait une clause de moralité que j'ai activée, restreignant davantage tout règlement potentiel. Ces tentatives de réclamer une part de propriété de mes entreprises se sont effondrées sous l'examen des experts comptables qui ont documenté la séparation claire entre mes entreprises prénuptiales et nos coentreprises. 6 semaines après la collecte de fonds, j'ai assisté à son audience préliminaire. Elle est entrée dans la salle d'audience en tenue de détention standard, un contraste saisissant avec la garde-robe de créateur qu'elle considérait autrefois comme essentielle. Quand elle m'a aperçu en train d'observer depuis la tribune, son expression est passée par le choc, la fureur et finalement le désespoir. J'ai maintenu un contact visuel neutre jusqu'à ce qu'elle détourne le regard, vaincue. Ses parents ont tenté de m'approcher après l'audience. Ils ont proposé un règlement. Ils couvriraient une partie des fonds volés si je soutenais la clémence dans l'affaire pénale. J'ai refusé sans hésitation. La justice suivrait son cours sans interférence. Leur fille avait choisi son chemin avec une délibération calculée. Elle en affronterait les conséquences avec une égale mesure. Les retombées sociales ont été immédiates et complètes. Le cercle d'élite qu'il avait autrefois accueilli n'est maintenant avoir jamais été proche. D'anciens amis affirmaient qu'ils avaient toujours senti quelque chose de bizarre chez elle. Les publications mondaines qui avaient auparavant présenté nos activités philanthropiques publiaient maintenant des articles dénonçant ces stratagèmes frauduleux. Son identité soigneusement construite s'était évaporée. Son amant s'est avéré remarquablement déloyal face à une peine de prison sérieuse. Il a offert de témoigner contre elle en échange d'une peine réduite, affirmant qu'elle avait tout manigancé et l'avait contraint à participer. La trahison était poétique. Le partenaire qu'elle avait choisi à ma place l'a abandonnée à la première occasion pour se sauver. 3 mois après son arrestation, elle a été reconnue coupable de plusieurs chefs d'accusation de crimes. Le juge, notant la nature calculée des crimes et le manque de remords, a imposé une peine de 15 ans. L'ordonnance de restitution exigeait le remboursement de tous les fonds volés, garantissant que même après avoir purgé sa peine, la reprise financière serait impossible. Son avenir consistait en la prison suivie d'une insolvabilité perpétuelle. Pendant ce temps, je me suis concentré sur la reconstruction.
Les entreprises qu'elle avait tenté de saper ont prospéré sous une direction restructurée. J'ai développé une réputation d'intégrité en créant volontairement un fonds pour aider ceux qui avaient investi dans ces stratagèmes frauduleux. Cette décision, bien que financièrement non nécessaire, a démontré un caractère qui a attiré de nouvelles opportunités et de nouveaux partenariats. Le manoir où j'avais été humilié a été vendu. Le produit de la vente a été versé à des œuvres de charité légitimes soutenant les victimes de crimes financiers. J'ai déménagé dans un Penthouse moderne du centre-ville qui reflétait mes préférences réelles plutôt que son obsession d'afficher la richesse. L'espace était conçu pour la fonctionnalité et le confort, des concepts qu'elle n'avait jamais valorisés. Au premier anniversaire de la collecte de fonds qui avait révélé ces crimes, j'ai reçu une lettre inattendue de l'établissement correctionnel. Son écriture, autrefois fluide et confiante, paraissait tremblante et incertaine. Elle n'exprimait aucun remords sincère, seulement de l'amertume d'avoir été prise et des suggestions voilées que nous pourrions nous réconcilier si je l'aidais à obtenir une libération anticipée. Le désespoir était évident entre chaque ligne. Je n'ai jamais répondu. La lettre a été classée avec mon avocat comme documentation de ses tentatives de manipulation continue. Ses privilèges de communication ont été par la suite restreints après que les enquêteurs ont découvert qu'elle tentait de contacter d'anciens associés pour cacher des actifs supplémentaires qui n'avaient pas encore été saisis. 2 ans après notre séparation, j'ai rencontré ses parents lors d'une conférence de l'industrie. Ils avaient considérablement vieilli. Leur statut social était diminué par l'association avec les crimes de leur fille. Quand ils m'ont aperçu, ils ont rapidement changé de direction pour éviter toute interaction. Leur embarras restait aigu même après tant de temps. L'expérience m'a transformé de manière inattendue. Là où j'avais autrefois mesuré le succès par la validation externe et l'acquisition matérielle, des valeurs qu'elle avait renforcées, je privilégiais désormais l'authenticité et l'impact. Les entreprises que j'ai développées après le divorce se sont concentrées sur la croissance durable et les pratiques éthiques plutôt que sur une expansion rapide à tout prix. J'ai finalement reconstruit ma vie personnelle avec plus de discernement. La relation qui s'est développée était basée sur le respect mutuel et un véritable partenariat, des concepts qui avaient été totalement absents de mon mariage. Le contraste entre une connexion authentique et la performance creuse de ma relation précédente était saisissant. Parfois, je repense à la fête où elle m'a pour la première fois réduit à la servitude. L'humiliation avait été atroce, mais elle a catalysé ma libération finale. Si elle avait été plus subtile dans son mépris, sa trahison aurait pu se poursuivre indéfiniment. Son arrogance est devenue sa perte. L'ironie finale est venue lorsqu'un documentariste m'a approché pour présenter son cas dans une série sur les crimes financiers de haut vol. J'ai décliné toute participation, mais j'ai appris qu'ils avaient intitulé son épisode « La revanche du serviteur ». L'étiquette qu'elle m'avait assignée par moquerie était devenue associée en permanence à sa chute dans la mémoire publique. La justice se manifeste de manière inattendue. Elle a cherché à se débarrasser de moi après en avoir extrait une valeur maximale. Au lieu de cela, elle a tout perdu pendant que je récupérais non seulement ma sécurité financière, mais quelque chose de bien plus précieux, mon autonomie et ma dignité. Le serviteur non seulement s'était échappé, mais il avait prospéré. Tandis que le maître était confiné dans une cellule, purgeant une peine de sa propre fabrication.